Bonjour, bonjour. Donc, je comprends que cette vidéo sera un peu délicate parce que je l'ai nommé "Il ne faut pas aller à l'université". Mais je pense que c'est très important qu'on parle de ça maintenant parce que il y a beaucoup de gens qui vont à l'université et ça a des très gros problèmes. Tout ça a commencé quand j'ai eu une conversation avec une amie récemment sur le futur. Et il y a un principe important qu'il faut avoir, c'est qu'il faut pouvoir se projeter dans le futur quelques années au minimum pour bien aller vers un objectif utile, vers quelque chose de cohérent. Et elle m'a répondu que c'était impossible. Ça m'a beaucoup surpris. Elle était complètement incapable de se projeter dans le futur. Et je crois que j'ai compris que c'était parce qu'elle était à l'université. Et je dirais ça comme ça, une des premières raisons pourquoi aller à l'université, c'est pas une bonne idée, c'est que ça coupe les gens de la vie normale. C'est un espace où les activités réalisées n'ont rien à voir avec la vie de tous les jours et n'ont très souvent qu'une utilité très marginale. Et la relation entre les activités faites à l'université et la vie de tous les jours, c'est bancal quoi. Je pense que je dois quand même dire ce que c'est l'université parce que ça peut être très abstrait, surtout si vous êtes encore dans le secondaire. L'université, c'est une école d'enseignement supérieur qui produit de la recherche. Et maintenant, on va enchaîner sur le premier problème que je vois, c'est la qualité des matières. Qu'est-ce qu'on enseigne à l'université? Qu'est-ce qu'on cherche à l'université? Parce que c'est une école d'enseignement supérieur qui produit de la recherche. En fait, la réponse, c'est qu'on enseigne tout et n'importe quoi à l'université. On enseigne de la philosophie, des sciences comme la biologie. C'est très imprévisible, il y a vraiment tout et n'importe quoi. Et la chose, c'est que quand vous êtes dans un bâtiment ou d'une pièce à l'autre, on voit le rôle social du gâteau d'anniversaire dans un cours de sociologie. Et dans la salle d'à côté, on voit les interactions entre un trou noir et une étoile que le trou noir est en train d'absorber. Ça peut être un peu bizarre de comprendre exactement ce qu'on est supposé foutre là-bas. Mais il y a une chose que je dois dire, c'est que dans toutes les matières, il y a des scénarios où des gens publient n'importe quoi. Publier, c'est quand tu écris un papier, que tu le donnes à la communauté scientifique et qu'un journal, qui est surveillé par des chercheurs, lise ton article et te réponde que ton article valait la peine d'être publié. Donc là, il y a une petite histoire, je vais vous la lire. En 2020, Bradley Alf, un chercheur en Caroline du Nord, a soumis un article à une revue. Et, comment dire, il a essentiellement dans son article, il a écrit l'histoire de Breaking Bad. Sans aucune donnée, hein. Il n'y a aucune donnée dans son article. C'est juste de la fantaisie. Et son article dit qu'il vante les avantages éducatifs de la fabrication de drogue dans des lycées au Nouveau-Mexique aux États-Unis. Juste incroyable, quoi. Et ça a été publié. En gros, quelqu'un a été payé pour écrire cet article et d'autres gens ont lu cet article et ils ont dit que cette personne était apte à enseigner et que cet article était assez cohérent pour faire partie du débat scientifique. Donc il y a des choses dans cet article qui ont été dites comme que la ville du Nouveau-Mexique faisait partie des îles de la Galapagos, que la craniométrie, en gros, le fait de mesurer le crâne des gens, c'est un moyen efficace d'évaluer comment les élèves apprenaient, et que les humains n'habitaient pas au Nouveau-Mexique avant il y a 108 ans. Donc, ce n'est que de la merde. Mais c'est le genre de choses qu'on peut voir à l'université. C'est le genre de choses que tu peux trouver dans des écrits. En fait, dans le pire des cas, des pseudosciences peuvent faire partie de votre formation. Et dans mon expérience personnelle à moi, j'ai eu des cours de psychanalyse qui étaient déguisés dans un autre terme qu'on appelle l'étude clinique des pratiques. C'est une des sciences entre guillemets, de l'éducation. Et tous les textes fondateurs de ça, c'est des choses qui n'ont aucune validité statistique. Et ce sont très souvent des commentaires de Freud ou des extraits de Freud lui-même. Genre, c'est de la pseudoscience il y a 200 ans qui sont juste à l'université. Et je trouve une telle science extrêmement douteuse, surtout dans le fait que les textes fondateurs, très souvent, les textes fondateurs de ce genre de science, ils sont cachés par les gens qui pratiquent la discipline. Et ils prétendent aussi que ces textes permettent à un maître de la discipline de comprendre l'individu au travers non pas de ce qu'il dit, parce que quand tu évalues ce que quelqu'un dit pour comprendre ce qu'il sait, ça paraît logique. Non, ils nous disent que tu peux évaluer le non-dit des gens, pas ce qu'ils ont dit, ce qu'ils n'ont pas dit. C'est une science qui s'approche de la divination, et c'est comme une secte. Il y a toute une hiérarchie là qui se pratique, et d'ailleurs la violence dans la hiérarchie de cette psychanalyse déguisée, c'est affreux. Il y avait une histoire qui m'est parvenue, c'est après 4 ans de thèse, plus de 4 ans de thèse, il y avait une thésarde qui avait fait dans cette discipline-là, qui avait travaillé extrêmement dur. Quand tu passes
plus de 7 ans, 8 ans à faire un diplôme à faire des diplômes universitaires, tu passes ta vie à faire ça. Genre, de genre 18 à genre 30 ans, t'as fait ça, tu vois. Et la fille, après avoir fait ça, avoir consacré sa vie à ça, elle s'est fait tellement engueuler par son encadrant qu'elle a pleuré durant sa soutenance de thèse. Mais ça, c'est qu'un exemple parmi d'autres, parce que j'ai aussi eu des profs d'histoire à l'université qui, dans un cours d'histoire, nous a demandé si on connaissait des livres de Lénine. Lénine, pour ceux qui ne savent pas, parce que je ne sais pas si les gens ils savent ce genre de choses, Lénine, essentiellement, c'est un espèce de bourreau communiste dont les écrits ont été complètement discrédités par le XXe siècle. Le XXe siècle, il y a beaucoup de gens qui ont annoncé des choses, surtout des communistes. Ils ont dit beaucoup de trucs, et après, il y a eu le XXe siècle, et pendant 70 ans, ils ont eu un pays, et ils ont tué des millions et des millions de gens, mais pour rien, quoi. Vraiment pour rien. Ils auraient pu juste pas le faire. La chose fondamentale que je pense maintenant, c'est que les biais cognitifs que l'université est supposée contrecarrer en enseignant l'esprit critique, en fait, l'autorité enseignante à l'université est tellement dominant dans la discussion que le biais de confirmation, le biais du survivant, tous les biais rentrent en jeu. Et au lieu de penser d'une façon plus critique à l'université, tu penses d'une façon moins critique quand tu es à l'université. Parce que on te donne des papiers, tu les lis, toi aussi tu vas écrire des papiers et ça s'enchaîne, quoi. Donc tu finis par faire des papiers sur des sciences, sur des pseudo-sciences archaïques, ou tu finis par lire des livres de Lénine parce que tes professeurs t'en parlent. Mais s'il y avait que ça, s'il y avait que des matières de mauvaise qualité, on pourrait les éviter. Mais il y a d'autres problèmes pédagogiques. Parce qu'en fait, à l'université, les chercheurs et les enseignants, c'est les mêmes personnes. Une chose qui n'est pas vraie dans le secondaire, parce que dans le secondaire, quand un enseignant, il dit « mes élèves sont mauvais », il leur donne des mauvaises notes. Il y a d'autres gens qui commentent, il y a d'autres enseignants. Alors que à l'université, quand un enseignant, il fait échouer des gens, ça n'a aucun impact sur sa personne. En fait, à l'université, les enseignants, ils ont un certain nombre d'heures de cours à faire, et c'est un quota minimum. Donc ils doivent les faire. Mais que les étudiants, ils apprennent ou pas, ça n'a aucun impact sur eux. Tu ne peux ne rien apprendre, c'est pas grave. Et aussi, ça finit aussi par avoir des matières qui servent à rien. Par exemple, je connais plusieurs personnes qui ont redoublé pour des âneries. Il y a un pote qui a dû retaper une année pour un 10e de point. Il avait 9,98. Ils lui ont fait retaper une année de licence. Un truc absurde, complètement absurde. Je connaissais quelqu'un qui avait un QCM de philo. Et dans le QCM de philo, il y avait littéralement l'âme selon Platon. 2 points, et il y avait 4 possibilités, il fallait choisir la bonne. Mais un truc complètement ahurissant. J'avais un autre ami qui était boursier. Ils l'ont fait revenir un semestre entier aux frais du contribuable. Parce que quand tu es boursier, tout le monde paye. Pour une pseudo-matière. Lieu et mémoire allemand. D'ailleurs, c'était une matière sur des lieux et de mémoire allemands, mais c'était une matière en anglais. Va trouver ce que ça veut dire. C'était du pur bouche-trou dans l'emploi du temps. Il avait 40 heures de ça, dans un diplôme de trad. Donc, c'est pas... Peu importe le diplôme que tu fais à l'université, tu auras des matières comme ça. Moi, j'avais un cours de projet, où il fallait faire un projet. La prof n'était pas capable de dire ce que c'était un projet. Elle répondait un truc genre, oui, mais qu'est-ce que projet, ça veut dire pour toi? Ça veut rien dire pour moi. Je suis là pour qu'on m'enseigne. Et la chose, tu vois, c'est que les enseignants sont aucunement pédagogiques. Ils sont sélectionnés pour leur recherche et combien ils sont dociles vis-à-vis de leurs collègues. Parce que dans l'UFR c'est un peu le groupe de recherche dans lequel les chercheurs ils sont. Et tu vois, c'est lié à la discipline qu'ils pratiquent. Si t'es pas cool avec tes collègues, eux, ils sont pas cool avec toi. Donc tu finis par devoir leur faire la guerre. Et ça devient super violent, ça devient super toxique en fait. Donc tu dois être cool avec eux. Il n'y a aucun contrôle de la compétence éducative des enseignants. Souvent, un cours universitaire, ça revient à avoir un aperçu biaisé, incomplet et peu intéressant d'une recherche déjà réalisée par un enseignant. Parfois, un enseignant, il est paresseux, il veut pas faire le travail lui-même. Donc en fait, il dit à ses étudiants, voilà par exemple une revue, chacun d'entre vous va lire un article de cette revue et va me faire un gentil petit compte-rendu bien écrit. Et c'est ça la matière. Et essentiellement, il vous envoie déblayer le terrain. Tu lis l'article à sa place, lui, il est payé pour te faire son travail à sa place. C'est vraiment, mais... C'est littéralement, tu prémâches son futur travail de recherche. Et d'ailleurs, il paraît qu'il y a carrément des enseignants qui prennent la recherche faite par leurs étudiants et qui la repompent, littéralement. L'étudiant, il fait son travail et l'enseignant, il est genre, ah, c'est intéressant. Par contre,
nous, on ne te prend pas en master, on ne te prend pas en thèse. Par contre, ton travail, il m'intéresse bien. Donc, je pense qu'on va je vais le garder dans la poche et dans quelques années, je le referai à ma sauce. Et aussi, il y a un autre truc qui me fait, au niveau pédagogique, c'est intriguant de voir comment les enseignants universitaires se plaignent de la chute du niveau des étudiants, autant dans leur capacité à s'exprimer qu'à réfléchir, alors que souvent, c'est eux qui choisissent qui devient les enseignants du primaire et du secondaire. Et très souvent, les programmes scolaires sont conçus par des chercheurs académiques qui sont à l'université, en combinaison avec des inspecteurs. C'est vraiment l'hôpital qui se fout de la charité. De choisir qui réussit et progresse dans leurs études universitaires sous des critères idéologiques ou sur des disciplines sans incidence sur le monde réel, puis se plaindre de la chute du niveau, c'est vraiment, mais c'est hallucinant. Je sais pas quoi dire. C'est pour ça que je vous dis, faut pas y aller. Faut pas y aller, faut pas encourager ces gens. Je pense que la prochaine catégorie, c'est un chaos inefficace. Il y a un autre truc, la question c'est, est-ce que c'est utile d'aller à l'université? Et la chose, c'est que pour beaucoup de choses, il y a beaucoup des connaissances qui sont enseignées à l'université. D'ailleurs, par exemple, moi je connais une chaîne sur YouTube. Moi j'ai fait un diplôme de biologie. C'est le premier truc que j'ai fait en sortant du bac. Et de l'intégralité de ce diplôme en biologie, il est sur une chaîne sur YouTube. Disponible en ligne, gratuitement. C'est gratuit. Moi, le cours que je vous fais là, en anglais, apprendre l'anglais, ma playlist qui a genre 30 vidéos, ça, c'est un truc que tu fais en licence d'anglais à l'université, au niveau de la difficulté du truc. Et la chose, c'est pas besoin de prendre 1h30 de transport pour aller voir un prof biélorusse qui parle pas français ou anglais, qui tente de t'expliquer quelque chose. Tu peux faire ça chez toi. Moi, j'ai une chaise très confortable chez moi. Je peux rester assis et je peux juste apprendre les choses. Et aussi, un autre truc, c'est quand t'es chez toi assis et tu regardes, essentiellement, t'apprends tout le programme de biologie de l'année. Tu peux le faire à ton rythme. Si les vidéos, tu les trouves difficiles, tu peux rembobiner, tu peux réécouter, tu peux prendre les notes. Il y a pas l'urgence, il y a pas la prochaine diapo qui arrive, il y a pas le prof qui va faire un long monologue et tu vas pas pouvoir tout noter. Non, tu travailles ton rythme. Parce que l'université, c'est vraiment un truc de timing. Il y a beaucoup de chances qui rentrent là-dedans. T'arrives et imagine, il y a quelque chose que tu comprends pas bien. Mais t'as 7 autres matières à faire dans la même journée. Tu dois enchaîner sur la prochaine matière, donc tu te souviens même plus de ce que tu te souviens pas bien. Genre, ça peut être trop lent ou trop rapide. Il y a des élèves, moi je connaissais des gens qui avaient fait médecine avant de faire le truc de biologie. Pour eux, la licence de biologie c'était beaucoup trop lent. Parce qu'ils connaissaient déjà tout. Et aussi, l'université, il y a les partiels. Donc, t'es pas prêt, le partiel arrive, t'as une mauvaise note, et là, tu vas revenir une année de plus pour ça. Il n'y a pas moyen de refaire un autre partiel, non. Il n'y a pas de ça. Il faut revenir une année de plus. Au fait, à l'université, l'idéal, c'est de connaître le contenu avant de commencer, et puis comprendre le délire du prof qui est en face de toi, pour exceller. Parce qu'en fait, réussir n'est pas suffisant. Il faut être parmi les meilleurs. Parce que dans les études supérieures, c'est une compétition, mais c'est pas une compétition locale. C'est plus comme dans le secondaire où il y a ta classe d'élèves, et il y a les bons et les mauvais, et les bons, ils peuvent faire ce qu'ils veulent après, et les mauvais, ils vont dans la poubelle. Non, à l'université, même si t'es dans le meilleur de ta promo, surtout en licence, en fait, t'es en compétition contre tout le monde. Souvent, pour une place après les études supérieures, il y a 100 personnes qui sont prêtes à y aller. Et parmi ces 100 personnes, il y a 10 candidats qui ont un parcours légendaire. C'est des mecs, ils ont 5 ans de moins que toi quand toi tu finis tes études. Ils ont déjà une liste de publications long comme un bras. Et au fond, si t'es pas copain avec les bonnes personnes, ou que t'es pas le top candidat, les études universitaires, c'est un passe-temps en fait, c'est un hobby, c'est un peu comme un country club. Ça n'a pas vraiment d'impact sur la vie de tous les jours. Et ça, c'est surtout vrai pour tout ce qui est humanité, littérature, histoire, tout ça. Ça n'a aucun impact. Donc, conclusion. Entre les diplômes, pour faire des hobbies qui n'ont aucune utilité directe, et les pseudosciences, et les enseignants tyranniques, et le fait que tout ça s'est déconnecté du vrai monde, il faut vraiment faire gaffe quand tu vas à l'université. Il y a beaucoup de choses. Quand ton diplôme ne t'apporte pas un truc direct, professionnel, ça ne sert à rien d'aller à l'université. Ça ne sert à rien. L'histoire, c'est un truc, tu peux l'apprendre sur YouTube. Il y a des chaînes qui font des meilleurs cours d'histoire. D'ailleurs, non, plus simple, les cours d'histoire qui sont disponibles sur YouTube, il y a des cours d'histoire universitaire excellents qui sont disponibles sur YouTube. Tu peux tout regarder, t'as pas besoin de payer. T'as pas besoin de passer un an là-bas. Tu peux passer 3 jours, tu peux tout regarder le cours, tu peux prendre des notes, tu peux faire ça. T'es pas obligé
de te déplacer, t'es pas obligé de payer les frais de scolarité, t'es pas obligé d'aller sur le campus, t'es pas obligé de faire tout ça. Ça, aller sur le campus, c'est aller au country club. C'est aller au centre de loisirs, on dirait en français. Bien sûr, il y a des exceptions. Il y a des emplois qui demandent de façon catégorique un diplôme. Souvent, il y a des formations qui peuvent épargner des longues études, genre par exemple en informatique, tu peux faire 1 an de formation en informatique, et après, c'est bon, tu peux travailler. T'as pas besoin de faire un diplôme d'ingénieur hors de prix ou des trucs comme ça. Essentiellement, l'université, je vais être cash, c'est bien pour la médecine, le droit et la recherche scientifique. Ça sert que à ça. Sinon, il y a meilleur moyen de faire. Principalement Internet. Ça sert à rien d'utiliser ta jeunesse. D'ailleurs, la jeunesse, c'est une ressource très limitée pour... Ça sert à rien d'utiliser sa jeunesse pour augmenter sa culture générale ou pour maîtriser un passe-temps. Parce que c'est juste un passe-temps, hein, d'aller apprendre des choses à l'université qui servent à rien pour ta vraie vie. On vit pas d'un passe-temps. Et même les gens qui sont tellement bons à un passe-temps, qui finissent par en vivre, ça devient comme un travail. Ça se transforme en travail, inévitablement. Et quand on vous dit maintenant, avec la réforme des retraites, qu'il y a 45 ans de cotisation à faire, moi je suis désolé, 18 plus 45, ça sonne pas bien, hein. 18 plus 45, on arrive vers 63 ans. J'imagine si tu fais 7 ans d'études qui servent à rien, tu prends ta retraite à 70 ans. Hein. Et moi je connais des gens qui ont 60 ans, ils vont pas travailler 10 ans de plus. Hein. Les gens qui ont 60 ans, ils sont usés, surtout s'ils ont eu des carrières longues et pénibles. Donc moi c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Si vous avez des avis, mettez-les en commentaire. Si vous avez écouté jusqu'ici, merci de mettre un like et de vous abonner. Et on se retrouvera dans la playlist Apprendre l'anglais ou le vocabulaire de l'anglais, qui sont mes 2 grosses playlists, où je vous donne un enseignement gratuit et complet de l'anglais. Sur ce, merci beaucoup et au revoir.